Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Ce mois saint, ce mois béni n'est pas encore terminé. Il reste quelques jours, Inch'Allah. Donc encore une fois, Ramadan Moubarak, Sahar Ramadan Nouan. Et on a une pensée pour les personnes qui sont seules, qui sont malades, les détenus aussi, beaucoup de détenus d'opinion, des personnes qui tentent encore aujourd'hui de s'exprimer, notamment pour un changement de système, pour leur nouvelle Algérie, leur Algérie d'avenir. On en parle encore ce soir, vous le savez, donc le 20 mars dernier, via l'APS, Abdelmadjid Tebboune, suite à la convocation de plusieurs personnes autour de la table, a annoncé les élections présidentielles, qu'elles soient avancées un peu plus de 3 mois avant le 12-12, 7 septembre 2024, et une dizaine de jours plus tard, le 30 mars, c'était donc samedi soir, donc une interview diffusée, puisqu'elle a été enregistrée quelques jours avant, elle a été montée, découpée, redécoupée, donc avec le chef de l'État devant deux journalistes qui lui ont posé certaines questions. Dans quelques instants, on reviendra sur la forme et les nouvelles sorties dans le cadre de cette interview. Un chef d'État algérien qui s'est plus projeté sur des futures annonces et projets que d'un bilan. Donc, est-ce que ça suppute notamment la continuité de son mandat? On évoquera, on décortiquera avec nos invités notamment cette interview, cet échange, cet entretien, même si, sous la forme, beaucoup de questions se posent. Et dans un premier temps, avec nos invités, bien évidemment, on va revenir sur la date de cette élection. Sachez que samedi soir, Abdelmadjid Tebboune a expliqué par des considérations purement techniques, des raisons techniques, d'où l'avancement de cette date électorale. Voilà, plusieurs sorties, mais on en parle dans quelques instants. Un président algérien qui, malheureusement, encore une fois, passe pour l'hérésie sur les réseaux sociaux, que l'Algérie passe à 400 milliards, un PIB à 400 milliards de dollars en 2026, donc de quoi le doubler. 35 milliards de dollars de production en termes de production locale, en termes de rentrée d'argent. Ce qui concerne l'agriculture, plusieurs sorties comme ça qui posent beaucoup de questions, et malheureusement les journalistes ne lui ont pas demandé comment il allait faire, comment il arrivait à se projeter dans un pays qui vit encore aujourd'hui de grosses difficultés, notamment dans le quotidien des Algériens. Donc vous le constaterez dans quelques secondes avec mes collègues de la régie que je remercie. Le titre de l'émission, entre la réalité sociale des Algériens et l'utopie du président Tebboune, notamment suite à cette rencontre. Avec nous pour en parler ce soir, sans plus tarder, analyste politique, cadre du MDA 82-88, plaisir de vous recevoir. Brahim Younsi, bienvenue. Merci, bonsoir Chaban, et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'être parmi nous, Brahim Younsi, que vous pouvez retrouver sur ces réseaux sociaux qui fait plusieurs analyses chaque jour et qui permet de susciter le débat et la réflexion. Un autre militant, analyste qui est avec nous aussi ce soir. Le plaisir de vous retrouver, Youssef Amar Khodja, bonsoir. Bonsoir Chavan, bonsoir à tous vos invités et téléspectateurs, notamment au pays. Merci infiniment. Et puis place aussi à l'Algérie dans quelques instants. Nous devrions avoir le plaisir de recevoir Tarek Brek, qui est un militant politique, qui nous donnera aussi, un petit peu dans quel environnement, dans quel climat vivent les Algériens actuellement, parce que c'est ça la réalité du terrain. Et c'est le rôle aussi d'un politique de protéger son peuple et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à tous les niveaux pour qu'il puisse vivre dignement et rester au pays. Brahim Younsi, je vais commencer avec vous. On vous a pas entendu depuis l'annonce de ce 7 septembre. C'est dans la continuité d'ailleurs de cette interview, puisque le président a enfin rencontré les Algériens via la télé. On rappelle qu'il n'a pas donné de live, de direct ce 20 janvier dernier pour annoncer ce report de date. C'est l'APS qui a transmis quelques messages sur ce report de date, 7 septembre. En pleine rentrée sociale, rentrée scolaire, c'est une nouvelle fois l'exclusion du peuple algérien, des partis politiques, de la campagne électorale en pleine période estivale. Brahim Younsi, vous m'entendez? Je ne vous entends, je n'ai pas entendu la dernière partie de votre... Alors, avoir votre point de vue et votre analyse, est-ce que ce 7 septembre, en dépit
considérations purement techniques qu'annonce le président algérien, alors on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, mais est-ce que cette date-là n'est pas encore une fois signe d'exclusion du peuple, une campagne électorale en plein mois d'août, où on annonce comme ça peut-être aux futurs candidats de but en blanc que leur campagne sera réduite de 3 mois, même si d'ailleurs les Algériens ont pas du tout d'engouement pour cette élection, mais déjà avoir votre point de vue sur ce report, sur cette date avancée. Il annonce un report pour des raisons techniques, sans dire lesquelles. Quelles sont ces raisons techniques? C'est trop facile de parler de raisons techniques. Or, cette anticipation de ce que l'on appelle une élection présidentielle est politique. Elle ne peut pas être technique. Que ce soit pour mettre à l'ordre du jour les calendriers, soit la date réelle de l'élection présidentielle qui devait être en décembre. La seule chose qui pourrait éventuellement, et ça ne se justifie pas, et ce n'est pas une raison technique, c'est une raison politique, c'est que si Tebboune faisait son voyage, sa visite à Paris, il voudrait s'y rendre en tant que chef d'État en exercice. Or, en décembre, il pourrait ne pas l'être. C'est la seule raison plausible, logique. Or, il a avancé l'élection, tout simplement pour faire un voyage à Paris en tant que chef d'État. Mais la question qui se pose, notamment depuis ces dernières 48 heures, l'attaque, le bombardement du consulat iranien en Syrie par Israël complique le voyage à Paris, qu'on le veuille ou non. Je crois vous avoir dit la dernière fois que la venue de Tebboune à Paris était improbable. Je continue à penser qu'elle est improbable. Mais si cette visite se faisait parce que tout tournait dans l'entretien que Tebboune a donné à des journalistes, tournait autour de la présidentielle, de la prochaine présidentielle. Et bien entendu, surtout du voyage qu'il prétend devoir faire en septembre ou octobre. Et s'il faisait ce voyage-là, comment l'interprétons-nous? En tout cas, moi, je l'interprète comme une reddition. Les relations entre Paris et Alger, à ma connaissance, ne se sont pas épurées. Et c'est des questions, et j'allais dire des fâcheries sérieuses. Alger reprochait énormément de choses, et des choses importantes, des choses graves à Paris. S'il le faisait, ce serait se rendre, ce serait vraiment lever les bras en l'air pour se rendre comme quelqu'un qui a perdu d'ailleurs toutes les parties qu'il a jouées. Il a perdu avec l'Espagne, il perd avec Paris, il monte sur ses grands chevaux et puis plus rien après, il se rend, il s'abaisse. Mais simplement, permettez-moi juste cela, les discours de Tebboune sont toujours opaques, qui n'ont ni âme ni corps. Ils parlent une langue morte.
simplement en face de lui, il y avait des journalistes. Brahim Younsi, ce que je vous propose, c'est qu'on y revienne. On va y revenir dans un instant. On va décortiquer avec vous, bien évidemment, cette rencontre. Mais avoir aussi Youssef Amal Khoja, vous entendre aussi peut-être sur ce report. Il a justifié le fait que cette date soit avancée pour des raisons purement techniques. Brahim Younsi, effectivement, vient d'expliquer aussi qu'il a perdu d'un point de vue aussi diplomatique à plusieurs niveaux, mais est-ce qu'il n'a pas perdu aussi au niveau du peuple, parce que la base d'une élection, qu'elle soit municipale, législative ou présidentielle, ou que ça soit un référendum, enfin n'importe quel rendez-vous dans les urnes, c'est quand même de donner envie au peuple d'aller voter. Et en l'occurrence, cette date-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas quelque part se contrefiche, exclure le peuple? On sait très bien qu'à la rentrée sociale, en plein mois de septembre, que ce soit pour les Algériens ou la diaspora, c'est pas la date idéale. C'est un nouveau mépris pour le peuple qui, à mon avis, est le plus important pour voter. Malheureusement, concernant le peuple, c'est toujours le mépris qui prime. D'ailleurs, le mot Hogra a été adopté par le Hirak et exprimé par des millions et des millions d'Algériens. Donc, la seule parenthèse qui était où on avait vraiment demandé au peuple algérien son avis, c'était au début des années 90, et tout a été arrêté de force le 12 janvier 1992. Donc là, c'est toujours la même mascarade électorale qui continue. C'est seulement une sorte de préparation des quotas, de distribution des quotas pour les lièvres et pour le sérail en général, donc les boutiques politiques et les boutiques économiques. Donc, quant au changement de la date, le rapprochement de la date des présidentielles, ça a deux aspects. À mon avis, selon mon analyse que j'avais dite hier sur votre plateau et avec un autre confrère journaliste sur Canal Horizon, la visite programmée pour la fin septembre et début octobre à Paris, lui-même, M. Tebboune l'avait dit, extrêmement importante. Donc, il a plus simplement, sur ce point, il a certainement dit la vérité, qu'elle est extrêmement importante pour, comme je l'ai dit hier sur votre chaîne, qu'il voudrait, M. Tebboune voudrait bien arriver à Paris dans un cadre de visite d'État en tant que président réélu et pour un nouveau mandat. Donc tout ça rentre dans la course des clans au pouvoir à obtenir une sorte de respectabilité internationale. Et comme tous les canaux de cette respectabilité qu'ils avaient avant par exemple sur Moscou et ailleurs en Italie ou en Espagne ou même dans des pays comme les États-Unis, il ne leur reste que Paris. Donc il y a une course qui a été commencée depuis déjà un peu plus de 2 ans, vu que l'autre clan adverse à la réélection et adverse à Tebboune et à Chengliha s'est mobilisé pour présenter un poulain ou une pouline pour un candidat ou une candidate pour les présidentielles, et que le clan de Chengliha Tebboune est tout à fait au courant que l'autre clan adversaire est capable de présenter un candidat ou une candidate sérieuse, avec leurs possibilités, leurs capacités à frauder. Ce sont des années, des décennies de pratique de la fraude au sein de l'administration algérienne qui est connue. Donc, il sait il a une petite avance sur les autres. Donc, il y a cet aspect extérieur de la politique étrangère vis-à-vis de la recherche d'une sorte de respectabilité et qu'il faut absolument obtenir à partir de Paris.
mais aussi à l'intérieur, il y a le fait que lui-même l'avait dit que dans l'APS, c'est pas Tebboune, mais l'APS l'avait dit que qu'il y a un jeu, comme si l'Algérie est devenue un bac à sable pour ces clans au pouvoir. Donc il y a un jeu, il y a même une expression qui disait qu'ils allaient fourvoyer ou ils allaient feinter les adversaires. Donc c'était le langage tenu dans l'APS en arabe, mais je suppose qu'il y a eu la traduction en français. Ce qui a certainement fait rire tous les services secrets du monde entier et bien sûr les ambassades à Alger. Donc voilà, il y a une course, malheureusement, une course honteuse entre les clans du pouvoir du régime algérien, donc de la dictature algérienne, à qui va arriver à Paris pour obtenir le sésame de la candidature à la présidence de l'Algérie. Restez avec nous, Youssef Hamar Khoja. Je reviens à vous dans quelques instants. La croissance de l'économie, le PIB annoncé pour le FMI, le Fonds monétaire international, a annoncé pour 2023 un PIB algérien de 247 milliards de dollars. Le président algérien donc annonce pour premier semestre de 2026, fin 2025, un PIB de 400 milliards de dollars. On l'écoute et on essaie de comprendre juste derrière de quoi il s'agit et comment il arrive à annoncer de telles sommes. Fin 2025, début, premier trimestre, semestre 2026, le PIB interne, Inch'Allah, va dépasser les 400 milliards de dollars. Inch'Allah. Fin 2026. Maximum, en cours de 2026. On arrivera, le taux de croissance interne, on va le maintenir. On va essayer d'arriver à 2026-2027 avec le reste de ce qui reste pour doubler les salaires. C'est-à-dire on est à 47%, nous نزيد à 53% تاعها باش نولي حقت المرتبات إلى زيادة تاع 100%. Voilà, vous venez d'entendre donc le président algérien sur l'augmentation assez conséquente du PIB. Voilà ce que dit Brahim Younsi, vous allez réagir. C'est toujours la philosophie du presque rien et la politique du vide. Oui, je vous suis un peu, hein. C'est ce que vous dites sur vos réseaux sociaux. Lorsque vous avez écouté cet échange, peut-être un mot d'abord sur l'échange en général. Alors malheureusement, pas d'opposition. Depuis samedi, nous n'avons pas vu de plateau télé. Alors imaginez-vous que ce serait dans un pays normal, un chef d'État qui annonce de telles énormités. Il y aurait des débats un peu partout. C'est pas le cas. Brahim Younsi, d'abord sur la forme en général et puis sur ces 400 milliards de PIB. Permettez-moi d'abord de flageller vos confrères algériens, parce que les deux journalistes qui l'interrogeaient ont fait les godillots. C'est du journalisme de complaisance, notamment sur cette question de passer de 200 milliards de dollars de PIB à 400 milliards de dollars, le doublement 2 ans après, ce qui est hors de sens. Simplement, effectivement, le discours de Tebboune est vide. Et c'est ce vide-là, me semble-t-il, qui porte sens. C'est toujours le vide qui porte le sens. Notamment sur le plan économique. Prétendre que l'économie algérienne peut produire et arriver à un produit intérieur brut de 400 milliards ou plus de 400 milliards, qui dépasserait les 400 milliards de dollars, a-t-il dit. Il ne dit pas comment. C'est vrai qu'il y a de nouvelles, entre guillemets, de nouvelles niches, notamment à l'exportation. Bien sûr, il y a la cimenterie, mais une cimenterie qui ne rapporte pas 200 millions de dollars. Vous avez les phosphates qui ne sont pas véritablement, on donne un tonnage, est-ce le bon? Et puis bien entendu, un montant qui s'élèverait, j'ai fait la conversion du dinar au dollar, qui s'élèverait à autour de 104 millions
de dollars, quand notre voisin de l'Ouest fait 25 milliards, autour de 21-25 milliards de dollars d'exportation des phosphates. Et puis, les phosphates, le ciment notamment, et il y a une autre ressource qui rapporterait éventuellement des ressources à l'exportation. Et tout cela ne fera pas 200 milliards, 250 milliards de dollars. Il faudrait, comme nous venons de le voir avec l'exportation des phosphates, ou l'exportation du ciment qui ne rapporte à l'exportation que 1,3 ou 1,5 milliard de dollars, ça ne va pas loin tout cela. Brahim Younsi, comment vous expliquez d'où il la sort? Voilà, justement, comment vous expliquez, encore 2 minutes avec vous là-dessus, comment vous expliquez, surtout que vous avez été quand même longtemps journaliste, je le dis à chaque fois, mais c'est important, comment vous expliquez qu'un chef d'État d'un tel pays continent arrive sans note, et régulièrement, c'est pas le cas, il y a quelque temps, il avait annoncé un chiffre exorbitant où l'Algérie serait capable de dessaler tant de, je sais plus combien de milliers de mètres cubes d'eau, de quoi en une année complètement rendre la Méditerranée totalement vide. Comment on peut expliquer qu'un chef d'État comme ça puisse sortir de tel, on l'écoutera dans un instant, mais il annonce aussi 35 milliards de dollars de rentrée d'argent en termes de production au niveau de l'agriculture. Comment c'est possible qu'il puisse sortir des énormités comme ça, en plus sans aucun élément, avec aussi plus de 4 ans qui ont prouvé un terrain très difficile pour les Algériens, une économie encore de plus en plus difficile pour son expansion et son décollage, pour le citer. Moi, j'appelle ça la pensée magique. Mais les journalistes qui étaient en face de lui pouvaient lui poser des questions, de savoir d'où il sort tous ces chiffres, et lui dire comment arriverait-il, en l'espace de 2 ans, de doubler le PIB. Quand même, les journalistes n'ont pas fait leur travail. C'est peut-être les premiers à accuser de ne pas avoir fait leur boulot, parce que eux représenteraient, j'emploie les conditionnels, la population, ceux qui les suivaient, pousser plus loin. Celui qui est le chef de l'État, de nous dire d'où il sort tous ces chiffres. Mmh. Cela n'a pas été fait. Mais malheureusement, Abdelmadjid Tebboune nous a habitués à cette pensée magique. C'est quelqu'un qui ne semble pas du tout appartenir à la rationalité tout court, pas seulement la rationalité économique. Et il est fâché avec les chiffres, il est fâché avec l'économie. On a l'impression qu'il navigue à vue. Mais il y a beaucoup de complaisance autour de cet homme qui assure une transition. L'Algérie ne finit pas de sortir de la transition depuis de très nombreuses décennies. C'est des décennies de transition que nous vivons. Ce n'est pas simplement les 5 années de Tebboune. Tebboune les prolonge encore la transition. Merci. Je pense aussi que son hésitation à se déclarer, c'est que, parce qu'à un moment donné, il a parlé de la hiérarchie. C'est-à-dire que la hiérarchie ne le jetez pas, pardonnez-moi l'expression, que la hiérarchie hésite, en tout cas n'a pas pris de décision pour le stop ou encore.
comme dirait le jeu de RTL. Quelle est cette hiérarchie? Sans doute, où le pouvoir occulte qui est derrière les rideaux ou l'état-major. Tebboune n'a pas la maîtrise de sa décision. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui décide de stopper ou d'aller encore. Voilà, la question est là. Nous sommes toujours dans une transition qui ne finit pas. Merci. On va entendre Youssef Amal Khoja dans un instant. Le président algérien, 35 milliards de dollars sur l'agriculture prévisible en termes de rentrée d'argent. On en parle juste derrière. حسب الإحصائيات الفلاحة وصلت كمان 35 مليار دولار إنتاج داخلي. الفلاحة اليوم راه عندها نصيب نتاع ما يقارب 18% نتاع الدخل القومي PIB، بينما الصناعة كانت في 3%، راها تقرب ل 10% دروك. Youssef Amal Khoja, voilà une réaction, un PIB qui va doubler, 35 milliards de dollars. On aura peut-être le temps de dépasser, mais voilà, il a aussi clairement, bien évidemment, rassuré les investisseurs de venir investir en Algérie. En tout cas, on a encore une fois ici, je le disais, un chef d'État algérien qui est dans le projet, qui annonce des choses sans éléments. Voilà, qui n'est pas spécialement revenu sur son bilan et ses échecs. Alors effectivement, il y a ces journalistes qui n'ont malheureusement, à mon sens, pas pu, peut-être contraints de poser certaines questions et pas d'autres. Voilà, vos réactions un peu, ça. Vous êtes en colère, ça vous fait sourire, ou alors est-ce que c'est possible, peut-être, que le président algérien ait des potions magiques? Alors, c'est triste d'entendre tout ça. Au vu de la situation du pays, notamment ce que vivent les Algériennes et les Algériens au quotidien. L'inflation, la cherté de la vie, la dégradation des services publics, et j'en passe. Cependant, en disant par exemple que l'Algérie aurait pu faire les 400 milliards de dollars de PIB, c'est un pays qui a des potentialités. Malheureusement, c'est un pays qui est freiné et empêché par les clans mafieux qui détournent la manne hydrocarbures essentiellement pour de l'import-import et pour de l'économie de bazar qui ne participe pas au PIB. Parce que ce qui participe réellement au PIB, c'est la production. La seule production du pays à 95% des exportations est entièrement représentée par les hydrocarbures. Donc, quand un pays est dopé et addict à une seule ressource, c'est un pays très fragile, mathématiquement très fragile. Et quand il parle de 35 milliards de dollars de produits de PIB sourcés par l'agriculture, on parle là d'un montant qui est pratiquement équivalent à la moitié des hydrocarbures. Alors que nous regardons, il suffirait par exemple de voir les citoyennes et les citoyens qui font leur marché durant ce ramadan et qui voient de simples victuailles qui atteignent des prix astronomiques. Des prix qui sont même plus chers pour certaines denrées, qui sont même plus chers qu'ici en France et en Europe. Donc on se pose les questions. Moi, j'analyse que soit c'est de l'incompétence des conseillers de M. Tebboune, ou bien que cette incompétence est intentionnelle pour le leurrer et pour le tourner en ridicule comme il le fait régulièrement maintenant. Et ça fait partie peut-être du jeu des luttes des clans pour ridiculiser ce monsieur et bien sûr le faire échouer sur son projet de candidature un deuxième mandat. Donc, à sa place, je me poserai les questions
de qui me conseille et pourquoi ces informations faussées et ridicules, c'est une question qui devrait s'imposer. Ceci étant dit, il y a aussi le fait que il parle souvent de chiffres, il se trompe entre dollars et la conversion entre dollars et dinars, et on dirait que les milliards de dollars pour lui, c'est simplement des milliards en centimes de dinars. Donc il confond ces choses-là, alors qu'un président de la République devrait avoir des conseillers économiques et de la politique économique très très pointus et de haut vol. Donc quand je dis que c'est malheureux, ça m'attriste parce qu'il s'agit de notre pays, de l'Algérie, qui est exposé dans la scène internationale avec du ridicule que nulle autre époque de l'Algérie n'avait été aussi basse. Et cela nous inquiète. Nous inquiète en tant que politique, en tant qu'analyste, en tant que simple citoyen. Donc, voilà, l'incompétence exacerbe aussi l'injustice. On voit qu'il n'y a aucune raison, s'il voulait vraiment pousser sa candidature et attirer une certaine sympathie du peuple algérien, la première des choses à faire, c'est de doter une partie de l'injustice sur les détenus d'opinion et leurs familles, par exemple, et de libérer le pays de ces barrages, de ces blocages, de cette bureaucratie qui étouffe l'initiative individuelle, la création d'entreprises, l'emploi, et qui pousse des milliers et des milliers de jeunes, même diplômés, voire des moins jeunes, et des femmes à quitter le pays au risque de leur vie en prenant la mer en plein hiver. Donc, je rappelle et j'ai une pensée à tous ces milliers de haragas algériens qui ont perdu la vie en Méditerranée. Merci Youssef Amar. Je restez avec nous, vient de nous rejoindre donc Tariq Braïk. Bonsoir Tariq Braïk, vous êtes donc en Algérie, militant politique. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vous. Merci infiniment. On tente maintenant depuis quelques jours au sein de notre chaîne. Il est important de revenir et de poser des questions aussi qui doivent être posées parce que les Algériens et les Algériennes ont aussi des questions qui se posent avec leur chef de l'État qui sort toutes ces énormités, hein, des fois des chiffres qui dépassent l'entendement. Quand vous écoutez ça, d'ailleurs vous êtes tout jeune, Tariq Braïk, c'est une réalité, c'est un pouvoir, un régime aussi, un chef d'État qui vit dans un autre monde, augmenter les salaires de 53%, 400 milliards de PIB, une agriculture qui devrait apporter encore quelques milliards de dollars. Comment vous vivez ça dans un climat compliqué, je crois, en Algérie? En fait, on ne peut cacher sur le monde que l'Algérie est dans une impasse politique, économique et sociale. Donc, quand on fait des déclarations de ce genre, donc 400 milliards de PIB en fin de 2026 ou bien au début de 2027, c'est bien beau, ça réconforte les Algériens, mais pour ma part, je me pose une question, quels sont les moyens qui seront utilisés pour permettre à cela? Et aussi, quand on voit les déclarations dont il va essayer de doubler les salaires en 2026-2027, pour ma part, je tire une conclusion que elle signifie qu'il est déjà dans son deuxième mandat et il n'est pas en campagne, mais il est déjà dans son deuxième mandat et il a commencé déjà son deuxième mandat puisqu'il parle de 2026, de 2027, voire 2028. C'est ça la lecture politique qu'on peut faire aux déclarations de son intervention sur la situation politique et économique en Algérie. Après, bien sûr, tout cela s'ajoute à l'incompétence de ceux qui gouvernent, puisqu'ils ne réfléchissent
à rien du tout. Ils ne réfléchissent à aucune conséquence de leurs déclarations. Ils usent toujours du populisme et ils usent un langage erroné, un langage que le peuple ne peut pas comprendre. Réellement, ils s'envoient des messages entre eux au sommet du cercle. Tarek Brahik, vous êtes donc en Algérie, vous êtes tout jeune encore. Il a aussi évoqué le fait qu'il le dit clairement dans mon programme électoral, j'avais insisté sur la jeunesse et j'avais dit qu'ils sont l'avenir. Il parle aussi des investisseurs, des startups, notamment des entreprises donc incubatrices. Est-ce que réellement c'est un chef d'État qui depuis maintenant au pouvoir? Alors nous, c'est vrai qu'on ne voit pas ces éléments germer, mais est-ce que c'est un chef d'État qui a donné place à la jeunesse, alors qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui malheureusement termine ses études, qui a à peine son bac et qui a envie de partir, de quitter le pays? En fait, depuis tout le temps, on parle de la jeunesse, encourager la jeunesse et l'impliquer beaucoup plus dans la politique. Mais pour ma part, ce sont juste des paroles en l'air, puisque si on jette un coup d'œil à l'article 87 de la Constitution, qui définit les conditions de la candidature à la magistrature suprême de la République, on voit que les conditions pour se candidater, il faut avoir 40 ans et aussi il faut être marié pour se candidater à la magistrature suprême. Donc, où est l'encouragement pour la jeunesse? Où est le rôle de la jeunesse dans la politique s'il n'a pas la chance d'être un candidat ou bien de se candidater à la magistrature suprême? Donc, comment la jeunesse va être impliquée sérieusement dans la politique si on lui donne pas les moyens, si on lui permet pas d'épouser des postes de responsabilité importants de l'État. Donc, pour ma part, en tant que jeune Algérien qui est en Algérie, je trouve désolant que surtout l'article 87 est discriminatoire pour la jeunesse puisqu'il ne nous permet pas de se candidater à la magistrature suprême. Donc, je les adjuge afin d'amender cet article et de le mettre en faveur de la jeunesse pour vraiment leur permettre de rentrer sérieusement en politique. Restez avec nous, Tarek Brahik. Brahim Younsi, on a aussi entendu samedi soir, je préfère vous donner la parole et puis vous pouvez retrouver aussi toutes les interventions du chef d'État algérien sur la page YouTube de la chaîne de télé. Il a appelé à l'assurance, à rassurer les investisseurs. Vous parliez, vous, de cette perte, même de cet échec diplomatique. Aujourd'hui, comment donner envie aux investisseurs algériennes en Algérie, mais aussi étrangers à venir dans un pays qui reste instable en termes de diplomatie, 4 premiers ministres, le va-et-vient des ministres des Affaires étrangères, voilà, parfois des situations, des incidences diplomatiques, des crises diplomatiques aussi avec plusieurs pays. Il y a ce problème de Haraga, des ONG, des penseurs, chercheurs, des députés qui crient au scandale sur la liberté d'expression. Comment ils voient l'assurance à ce que des personnes, des pays viennent investir en Algérie? Vous savez, le problème est institutionnel. C'est la question des institutions qui se pose. Parce qu'il y a un hiatus depuis fort longtemps entre la légalité et la légitimité. Les États, en dehors de quelques États qui, bien sûr, y ont trouvé ou trouvent encore leur intérêt ou leurs intérêts à commercer, à coopérer avec l'Algérie, qui se lancent. Parce que l'Algérie, malgré tout, a des ressources notamment pétrolières et gazières,
qui intéresse notre environnement occidental. Nous sommes des exportateurs, l'Algérie est exportatrice de pétrole et de gaz, et nos voisins immédiats et lointains ont besoin de commercer avec nous. Donc, donne l'impression aussi que nos régimes ont une certaine stabilité. Alors que nous, sur le plan interne, nous savons que nos exécutifs ont toujours un caractère provisoire, mais qui peut durer. Personne ne donnait à certains chefs d'État, notamment Chadli Benjedid par exemple, le temps qu'il a passé à la tête de l'État. Tout le monde pensait et continuait de penser des années après et qu'il était là provisoirement, et que c'était un chef d'État de passage. Ça a été le cas d'une certaine manière de Liam Zeroual. Et on pensait après Zeroual que Bouteflika n'allait pas rester à la tête de l'État pendant 20 ans. Beaucoup pensaient également que Bouteflika était un chef d'État provisoire et qui a duré. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Abdelmadjid Tebboune peut ne pas durer. Plus que le sentiment, je pense qu'il y a un présidentiable en stock. L'état-major, ou ce que l'on appelle chez nous les décideurs, ont quelqu'un déjà en stock. Parce que Tebboune a encore 6 mois, peut-être un peu plus de 6 mois, même 9 mois, c'est un accouchement, c'est une grossesse. Mais cette grossesse peut être nerveuse. On peut toujours fixer une date, ou la date d'une élection, fut-elle présidentielle. Mais est-ce que Tebboune, pour une raison ou pour une autre, et il y a de multiples raisons, peut tenir encore la distance? Sincèrement, je doute. Je doute qu'il puisse tenir la distance. Parce que ceux qui sont au commandement, permettez-moi de les nommer comme je les nomme, un petit, deux petits, ceux pour qui le commandement est tout, et qui doivent commander et c'est tout. Abdelmadjid Tebboune, il y a 48 heures ou 72 heures, a dit de façon claire que ce n'était pas lui qui était au commandement, qu'il a parlé de la plus haute hiérarchie de l'État, alors qu'en principe, constitutionnellement, c'est lui la plus haute hiérarchie. Ouais, ça a été relevé. Et là, il y a ce hiatus dont je parle. Restez avec nous, Brahim Younsi. Youssef Marhodja, on est dans il nous reste quelques petites minutes d'émission, ça va aller très vite, mais on a entendu samedi soir un chef d'État, d'abord dans la forme, on le rappelle, c'est enregistré, ça a été coupé, redécoupé. C'est important de le rappeler aussi dans la transparence et l'opposition, parce que c'est comme ça qu'on avance. Mais est-ce qu'il est déjà dans la continuité? On est à 5 mois, hein, on est au mois d'avril, c'est le 7 septembre, on est à 5 mois et 5 jours précisément de cette présidentielle en Algérie. C'est signé, Abdelmadjid Tebboune va poursuivre son mandat. Il n'a même pas le choix, il est obligé de poursuivre son mandat, parce qu'il a les conséquences de jeter l'éponge ou de perdre le second mandat sont catastrophiques pour lui et pour sa famille.
Et voilà, donc c'est son rôle qui a été dicté par son clan et par le chef de l'armée de terre, Chengliha. Donc ce sont là des ordres comme tous les autres présidents, pratiquement tous les autres présidents qui ont été à la tête de l'État algérien. C'est un groupe de généraux qui décide et qui négocie qui sera leur représentant de façade à l'international. Donc le président de la République a toujours joué un petit peu la façade extérieure du pays, tout en prenant sur lui toutes les responsabilités des échecs, alors que ces responsabilités sont créées et comment dire, et même pas assumées, et jamais assumées par le régime militaire, par les généraux en général. Donc c'est ce point-là qui est malheureux pour lui-même d'ailleurs, pour M. Tebboune. Moi, je suis certain, s'il avait le choix, il serait parti depuis longtemps. Donc là, on le fait courir depuis 2 ans dans une campagne électorale qui a commencé depuis bien longtemps, depuis pratiquement 2 ans maintenant. Il a ce petit avantage sur les autres, comme je disais tout à l'heure. Donc, on dirait qu'on était dans un jeu de bac à sable que l'APS annonçait, quand elle annonçait que les ennemis, les adversaires de l'intérieur seront surpris. Donc, il parlait tout simplement du clan de DRS qui, comme je disais au début, qui pourrait présenter un candidat sérieux, notamment parce que le DRS contrôle une bonne partie de l'administration, donc il a une capacité à organiser la fraude beaucoup plus que le clan de Tebboune et de Chengliha. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour ces présidentielles et pour toute élection qui va se jouer à partir du moment où le clan de Toufiq Nzar sont revenus en force. Donc, nous avons vu aussi que les tentatives du clan de Chengliha, Tebboune, à essayer de vider de toutes les prérogatives du gouvernement et même du Parlement et le transmettre vers les cabinets présidentiels. Tout ça, c'était une préparation pour ôter ce pouvoir cette capacité de fraude qu'a l'administration aux mains de l'autre clan et de la rallier au clan de Tebboune Chengliha. Donc tout ça s'annonce très très compliqué et bien sûr il n'y aura jamais d'élection transparente en Algérie et dans cet état de choses. Malheureusement, dans tout ça, il y a l'incompétence, comme je disais tout à l'heure, l'incompétence exacerbe l'injustice. Nous avons vu que les détenus d'opinion et politique sont devenus une carte qui est trimballée entre ces clans-là pour une sorte de chantage à l'international aussi. Et voilà. Il se mure pendant ce temps-là. Le monde change à toute vitesse autour de l'Algérie. Merci Youssef Hamma Khoja. Tariq Braïk, sur nos plateaux, effectivement, on essaye de décortiquer cette période, mais on ressent tout de même et on constate que le climat, l'environnement en Algérie pour les Algériens et les Algériennes, je le disais tout à l'heure en début d'émission, ce contre-fiche ne se préoccupe pas du tout de ces élections, alors que dans un pays à peu près normal, plusieurs parties de l'effervescence, des débats, des réactions, des sondages, etc. Mais les Algériens, les Algériennes, malheureusement, on aurait aimé autrement, mais sont encore une fois totalement déconnectés. Pour eux, ces élections ne les importent peu. Tant qu'il y a ces mesures encadrantes qui sont en vigueur, on ne peut s'exprimer librement. Et beaucoup de personnes dans la classe politique ne s'expriment pas librement par rapport à toutes ces mesures encadrantes. Sinon, il y a
il y a toujours une opportunité pour une renaissance algérienne si la classe politique sort de son mutisme et sort ou bien abandonne sa politique populiste en présentant une véritable offre politique sincère en dehors de tout calcul de leadership et de concurrence entre les différentes organisations politiques afin de contrecarrer ou bien même d'utiliser cette tribune de campagne électorale pour pouvoir unifier les Algériens, pour pouvoir vendre son projet et son offre politique s'il y a. Merci Tarek Brahik d'avoir été avec nous. Brahim Younsi, une petite minute, je sais que vous savez le faire. Le mot de la fin. Merci. Juste pour rectifier un chiffre que j'ai donné il y a un petit moment. J'avais dit que le Maroc exportait pour entre 21 et 25 milliards de dollars de phosphate. J'ai doublé, je suis comme Tebboune, j'ai doublé ces recettes, ces exportations de phosphate. Il ne fait que 11 milliards de dollars, parce que j'ai vérifié ma fiche, c'est 11 milliards de dollars d'exportation de phosphate. Et nous sommes... bien sûr, nous venons de commencer simplement l'exploitation du gisement de phosphate de Tébessa. Nous sommes à 104 millions de dollars. Et tout à l'heure, je voulais parler du fer. Très rapidement. Entendu, nous avons commencé un peu l'exportation. Il aurait rapporté au pays 1 milliard 500 millions de dollars, mais nous allons pouvoir, semble-t-il, être dans l'autosuffisance d'ici 2025, fin 2025. Et bien entendu, à partir du moment où on aurait atteint cette autosuffisance, nous exporterions encore plus le fer que nous tirons de Rarj Bilat. Et sur la question de Rarj Bilat, il y a quand même... Rapidement. Il faut le dire, il y a une plainte du Maroc parce qu'il y a des accords sur l'exploitation commune de cette mine qui a été signée dans les années 70 après le traité d'Ifrane de 1969. Merci Brahim Younsi, on aura le plaisir d'y revenir, vous nous apporterez d'autres explications, d'autres éléments. Youssef Amalrodja, merci, plaisir de vous avoir retrouvé ce soir dans Microsoup. Tarek Brahik, merci infiniment pour votre engagement du pays. Et puis Brahim Younsi, merci d'avoir été avec nous. L'équipe technique en régie, merci infiniment. Dans quelques instants, l'édito de mon ami confrère Jamaldine Benchenouf et puis à l'ombre, ça sera Jamaldine Taleb. Sahaf Tolkoum, bonne soirée à tous et à demain, je l'espère.